on a déjà commencé à parler de l'objectif ZAN, et puis le président d'ECLA a signalé que le sujet avait été traité au Creusot, c'est ça? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est à Lons-le-Saunier qu'on en parle. Donc alors, je pense que ce sujet est complètement en phase avec la thématique des rencontres des RENET, hein, faire et agir autrement sur la sobriété foncière, parce que je ne vois pas comment on peut traiter cette question si on ne fait pas et on n'agit pas autrement et ensemble. Hein. Voilà. Donc derrière cet acronyme, il y a des textes de loi, il y a des décrets parus ou à paraître. Il y a aussi beaucoup de zones d'incertitude et il y a également on va dire déjà des effets très significatifs hein, qu'on pourra évoquer lors de cette conférence. Et avec vous, bien sûr, qu'il faut déjà traiter. C'est-à-dire que c'est comme le changement climatique. Il est déjà là et les effets sont déjà en place. Donc vous avez des petits post-it qui circulent. Voilà, merci Hélène de les distribuer. Il faut que vous ayez chacun 3 couleurs. Voilà. Hein, c'est pas une couleur par personne, c'est pas les roses pour les garçons et les bleus pour les filles. C'est 3 couleurs par personne. Voilà. Vous allez voir, on va s'en servir très très rapidement. Voilà. Alors. On va démarrer par un petit quiz. Il n'y avait pas la présentation des gens. Hein. Oui, mais il y avait les photos et tout là. Bon, c'est la page d'après. Donc on va. Ah oui, pardon. Oui, c'est ça. Ça c'est juste le sommaire. Autant pour moi. Pourtant c'est moi qui ai construit le support. Mais... Donc on va démarrer par un petit quiz. C'est juste après, avec les 3 couleurs qui apparaissent. Ce qu'on vous propose, c'est de traiter ensemble cette question de l'objectif ZAN et de la sobriété foncière autour de 3 principales étapes. Un petit état des lieux, un rappel, peut-être nécessaire pour certains d'entre nous, mais ce sera rapide. Voilà, Nicolas saura faire ça très très bien. Il est rompu à l'exercice. Il est où, Nicolas? Il est à droite. Voilà, sur le contexte juridique et réglementaire. Et puis ensuite, on essaiera de voir justement sur cet état des lieux, quel est l'état des lieux justement du terrain aujourd'hui. Comment ça se passe concrètement sur la question de l'emprise foncière et en particulier sur le foncier économique. Bien sûr, un chapitre important sur les enjeux, en essayant, c'est pour ça qu'on est nombreux en fait. Vous avez vu qu'on est super nombreux sur cette conférence. C'est pour pouvoir traiter l'ensemble des enjeux avec des regards croisés. Et on a l'ambition d'essayer d'aborder cette question-là du regard du territoire, du développeur économique et aussi bien sûr des entreprises ou de leurs représentants. Et puis bien sûr, en dernier point, un élément important sur les solutions possibles ou les leviers que l'on peut activer. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse pour traiter cette question, cette problématique, ces enjeux de sobriété foncière. Voilà. Et effectivement, merci Guillaume, c'est la diapo d'après où on va se présenter. Donc ce que je vous propose, chers intervenants, c'est de vous présenter à travers une petite anecdote rapide, donc quelques secondes par personne, donc ça peut être quelque chose que vous avez vécu récemment, ou voilà, qui est en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Alors, qui veut démarrer? Donc, Jérôme, peut-être. Jérôme. Jérôme, j'arrête pas d'en raconter. Vice-président développement économique, économie circulaire, sociale et solidaire, emploi, tourisme, attractivité. Tu l'as dit, Léon. À Lons-Agglomération. Et encore, on n'a pas cité toutes ces casquettes, hein, parce que sinon, il aurait fallu une page entière pour lui. Donc, Jérôme, petite anecdote alors. D'accord. Bon, donc là, c'est en position d'élu, effectivement, d'agglomération. L'anecdote que je veux raconter, c'est le contexte, ce qui s'est passé au Conseil communautaire la semaine dernière, c'est qu'on a proposé une aide à l'investissement immobilier dans le cadre du dispositif régional. Donc les agglomérations font le premier pas et donc font effet levier. On a attribué 20 000 euros de subvention à une entreprise qui va faire effet levier, qui va lui permettre de gagner 800 000 euros. D'obtenir 800 000 euros de subvention pour un projet dont l'enveloppe éligible est de l'ordre de 5 millions d'euros d'investissement,
et dont le projet global recoupe à peu près un budget de 10 millions d'euros d'investissement pour l'entreprise. Donc c'est pas une petite affaire, et c'est un groupe local qui agit dans le domaine du traitement des déchets et qui vient de gagner un nouveau marché et qui avait besoin de faire ce développement-là pour pouvoir remplir ses obligations en regard de ce marché-là. Je raconte ça parce que, en fait, c'est pas tellement ce qui s'est passé au conseil communautaire, qui est anecdotique, mais assez caractéristique de ce qui se passe un peu dans la manière dans laquelle les élus se projettent sur le monde économique. C'est plutôt l'autre effet. C'est-à-dire que l'immobilier qui va être financé au travers de cet achat-là, c'est un immobilier que l'entreprise visait depuis moins de 2 ou 3 ans. Elle n'a pas pu se positionner il y a 2 ou 3 ans parce qu'un fonds d'investissement a fait une surenchère et a remporté le bâtiment. Il l'a acheté. Alors, Sébastien est là, je ne sais plus. Il est là, Sébastien, non? Il est à la gare. Bon, tant pis, je vais me lancer. Il dira si j'ai dit des conneries après, mais c'est surtout les ordres de prix qu'il faut gagner. Mais grosso modo, l'immobilier valait à peu près dans les 900 000 euros. Il a été topé à 1 million d'euros par le fonds d'investissement. Et aujourd'hui, ils leur vendent 4 millions d'euros, quoi. Donc en fait, la réflexion, c'est juste que finalement, on va aller aider une entreprise avec de l'argent public pour alimenter un fonds d'investissement privé qui a fait une culbute financière. Merci, Jérôme, pour cette anecdote. Oui, c'est très bien pour démontrer. Donc, Nicolas Gilliot du CEREMA, notre homme de lettres sur la question institutionnelle et de la loi climat-résilience, donc directeur de projet au CEREMA. Une petite anecdote, Nicolas. Oui, bonjour à tous. Écoutez, une petite anecdote. D'une part, j'en ferai deux, mais courtes, hein, je te rassure. La première, elle est plus personnelle, c'est que j'ai l'habitude de passer par Lons quand je viens pour quelques jours de vacances dans le Haut-Jura. Donc on s'arrête pas dans la plaine. Et c'est vrai que il y a 10 ans, j'avais noté une friche commerciale qui était apparue sur mon parcours. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu disparaître. J'espère que le territoire et les acteurs privés seront capables de la résorber. Et puis, à titre professionnel, et toujours en lien, on a fait l'accompagnement du fonds Friche, donc je ne sais pas si c'est une chance ou au contraire une malchance. J'ai accompagné la mise en place du cahier des charges du fonds Friche pour les 2 premières éditions, avec évidemment 3-4 collègues du CEREMA pour lancer donc ce fonds dont on reparlera certainement dans nos échanges tout à l'heure. Super, merci. Donc nous avons à ma droite, donc à votre gauche, à la gauche de Nicolas Guillaume Gadi d'Ancoris, fondateur et directeur général d'Ancoris. Peut-être nous rappeler très rapidement ce que fait Ancoris et puis ensuite une petite anecdote. Ancoris, c'est un opérateur de développement économique privé qui aide les territoires à attirer des entreprises, tout simplement. Et l'anecdote, j'en avais choisi une autre au départ et puis hier j'ai eu d'autres choses sur les réseaux sociaux et je me suis dit que j'allais vous raconter celle-ci. C'est que on plaide pour beaucoup de choses dans notre société et notamment sur le volet ZAN de pas que ce soit au détriment de l'implantation d'activités industrielles, notamment en France. Et donc on faisait passer un message qui était celui de dire en fait il y a une vraie grosse rareté du foncier et on n'arrive pas à recréer du stock. Et dans les commentaires, il y a un monsieur que je ne citerai pas qui dit quelle rareté du foncier. Et là, on s'est regardé avec un de mes collègues et en regardant, on s'est dit, en fait, on a 2 solutions. Soit on fait les morts, soit on lui répond qu'en fait, il faudrait peut-être qu'il aille faire le tour des territoires parce qu'en fait, 8 territoires sur 10 avec lesquels on travaille aujourd'hui nous disent qu'en fait, ils ont du mal à recréer du foncier ou alors qu'ils n'en ont déjà plus. Bien. Il était peut-être en Patagonie ou ce monsieur J'en sais rien. Je ne vais pas demander du coup. Bon, Bruno Saderge, promoteur chez Alcei. Ça se prononce comment? Alcei, voilà. Alcei. Directeur du développement. Donc Bruno, peut-être une petite anecdote aussi. Alors oui, très simplement et très facilement d'ailleurs, puisque 2021, on s'est positionné sur un foncier, une ville que je vais citer puisqu'elle est connue, Romainville. Sur un foncier de 3,5 hectares pour y faire
des bâtiments industriels, artisanaux, des locaux d'activité. On avait acheté 5 ans auparavant un terrain autour de 160-170 euros du mètre carré dans la ZAC de l'Horloge. Terrain pollué, terrain avec des renforcements de sol à faire parce que bon, c'était un ancien site industriel, donc quelques travaux à faire, ce qui fait que le prix du foncier, globalement, quand on intégrait la totalité des coûts des travaux, dépassait probablement à peine les 200 euros du mètre carré. On a fait une offre donc sur le terrain résiduel de Biocitec, 3,5 hectares, à plus de 800 euros du mètre carré, et notre offre a été refusée parce qu'on l'assortissait d'une demande de permis de construire. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a acheté plus de 800 euros du mètre carré, un terrain qui, il y a encore 5 ans, valait 150 à 200 euros du mètre carré, sans mettre aucune condition suspensive à son offre. Merci Bruno. Donc le contexte est posé. Vous avez vu, on va parler beaucoup de foncier et d'économie. J'avance. Alors voilà, petit quiz donc, auquel vont répondre brillamment, je crois, Nicolas et Guillaume. Hein. Voilà, vous avez été élus pour répondre aux questions. Donc on va peut-être enfoncer des portes ouvertes, et peut-être pas. Alors vous allez lever le post-it qui correspond à la couleur qui vous semble correspondre à la bonne réponse. Levez bien haut votre bras, hein, qu'on puisse tous voir. Quelqu'un fait une photo? Non, ça peut être rigolo. Personne ose mettre... Ah si, il y a un peu de bleu. Nous avons un brillant... Il n'a pas tout à fait faux, effectivement. Alors donc, réponse par Guillaume ou par Nicolas? C'est Nicolas. Vas-y, Nick. Eh bien, la bonne réponse est la couleur jaune. Quel suspense. Et oui, donc, vous l'avez tous noté. Donc, 2050, c'est l'objectif où on doit atteindre 100% de réduction de l'artificialisation par rapport à 2021. Donc, c'est l'objectif qui a été fixé par la loi climat et résilience adoptée l'an dernier, en 2021. La réponse bleue était sans doute inspirée par des enjeux un objectif à plus court terme, évidemment, puisque la réduction à atteindre en 2030 est fixée à moins 50%. Donc, à 10 ans, on espère atteindre moins 50% de réduction de l'artificialisation nette, c'est-à-dire en faisant le solde des projets qui artificialisent et de ceux qui renaturent, en tout cas désartificialisent le territoire. On y reviendra tout à l'heure. Hein. Il y a les bons et les mauvais élèves, on le verra tout à l'heure sur les territoires. Deuxième question, c'est Guillaume qui répondra, je crois, tout à l'heure, mais elle vous adresse à tous. Donc, alors ça, peut-être plus compliqué. Hein. On va monter le niveau, vous allez voir, hein, dans les questions. Quelle est la part des activités industrielles dans l'artificialisation des sols aujourd'hui, à votre avis? Il y a déjà plus de diversité dans les réponses, j'en suis ravi. Bien, mais il y a une majorité de bleus quand même, hein, on peut dire. Hein, voilà. Alors Guillaume, quelle est la bonne réponse? Alors, la bonne réponse, c'est la bleue. 4,2% de l'artificialisation des sols annuellement en France est provoquée par l'implantation d'activités industrielles. Si on fait une grosse patate à 5%, désolé, je viens du Nord, donc je parle souvent de patates, il y a 0,8% de l'artificialisation des sols qui est générée par l'implantation d'activités logistiques. Voilà. Donc à 5%, de l'artificialisation des sols, c'est les implantations et les activités industrielles et logistiques. Merci beaucoup Guillaume. Troisième question. C'est le même environnement de questions. Donc toujours Guillaume qui va répondre, mais avant, levez votre post-it à votre avis sur la partie liée aux infrastructures agricoles. Quelle est la part couverte par les activités agricoles? Ah, ça se rosit. C'est rose là. Hein. C'est rose, ouais. Bah, ça dépend des coins, en fait. Il y a les... Ça ressemble un peu à l'Assemblée nationale. On sait pas. On a les agriculteurs sur la gauche de la salle. Alors Guillaume, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est 8,3%. Donc c'est plus que les activités industrielles et logistiques réunies. Ah, c'est le double, c'est ça, ouais.
Voilà. Mais c'est pas fou non plus, ouais, on est d'accord. Et vous avez que la source, elle est super sérieuse, hein, c'est France Stratégie. Hein. Donc, Ouais, Emilien, je vais t'écorner un peu au passage de temps en temps, je m'excuse d'avance. allez, dernière question. Je crois que c'est Nicolas qui répond parce que c'est l'homme des chiffres. Il est venu avec des mallettes de billets dans sa mallette. Là. Enfin, voilà. T'as oublié la mallette. Mais peut-être que tu pourras répondre à cette question. Alors, à votre avis, quel est le montant déployé par le gouvernement dans le cadre d'un fonds de recyclage des friches sur les 3 éditions? Parce qu'il y a 3 éditions, c'est ça. Hein. Alors, levez les mains. 750. On n'a pas dit les souhaits, on a dit le montant déployé par le gouvernement. Hein. Bon, alors donc il y a une minorité ou une majorité relative pour le jaune, non? Et il me semble. Ouais, jaune et violet oh, violet et rose. Bon, vous voulez la réponse? Donc c'est 750 millions d'euros, puisqu'on a eu 3 éditions qui se sont succédées, une à 300 millions, la suivante à 350 et la dernière à 100 millions d'euros. Donc si le compte est bon, Didier, on est à 750 millions. Avec la pérennisation du fonds friche, il y aura une enveloppe, je crois, de 100 ou 150 millions d'euros chaque année qui sera prévue pour résorber la plupart des friches sur vos territoires. Merci. Je te laisse, tu conserves le micro là pour démarrer sur la partie contexte juridique et réglementaire. Est-ce que tu peux en 1 minute et demie nous rappeler les éléments clés à savoir sur les éléments réglementaires, alors pas de l'ensemble de la loi climat résilience, mais surtout de l'objectif ZAN. Et s'il y a un zoom à faire sur le volet économique de l'objectif ZAN, s'il y en a un. Oui, donc je vous épargnerai l'historique législatif sur le ZAN et sur la recherche de lutte contre l'étalement urbain, qui paraît-il avait démarré en 2001 avec la loi SRU, hein, et une volonté de limiter l'artificialisation. Bon, cet objectif, il n'a pas été atteint puisque en 2021, nouvelle loi sur climat et résilience avec, on en parlait tout à l'heure, l'objectif ZAN. Donc en 2 temps, hein, un premier objectif à 2030, moins 50% d'artificialisation nette sur l'ensemble du territoire national. Et puis moins 100% à 2050, donc 20 ans plus tard, pour atteindre cet objectif. Ce qu'il faut essentiellement savoir qui concerne le développement économique, et je pense que la plupart d'entre vous en ont entendu parler, c'est que la loi a également obligé, donc c'est l'article 220 de la loi climat résilience qui oblige toutes les collectivités territoriales à établir un inventaire des zones d'activité économique sur son territoire. Donc cet inventaire, je donne les principales dates et échéances. Il doit avoir démarré en août 2022. Donc normalement, tous les territoires, tous les EPCI ont lancé leur inventaire. Alors, il y avait 1 an entre la promulgation de la loi et la date de démarrage de l'inventaire. Pourquoi? Parce que avec la loi NOTRe, en fait, le législateur considérait que les collectivités avaient pour la plupart déjà réalisé un état de leur patrimoine de zone d'activité économique. Ne serait-ce que parce que les EPCI ont repris la compétence de plein exercice en 2016 ou 2017, il me semble. Et donc, de ce fait-là, la plupart des inventaires avaient été faits ou étaient en cours. Donc, pour les retardataires, entre guillemets, il y avait encore un petit délai qui était donné. Bon, cet inventaire, il doit être terminé dans 1 an, donc en août 2023. Dans cet inventaire, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve essentiellement 3 points. Déjà, un état du parcellaire dans les zones d'activité économique. Donc, par état du parcellaire, ça signifie qui est propriétaire de quelle parcelle, plus exactement unité foncière, sur les zones d'activité économique du territoire. Ensuite, on a un état des occupants à adresser. Donc, quelles sont les entreprises qui exercent une activité dans chacune des zones d'activité
économique. Et puis le troisième élément, peut-être le plus problématique aujourd'hui, c'est dresser un état de la vacance dans les zones d'activité économique. Donc je dis problématique parce que le législateur a oublié, j'en ris un peu, mais de fournir les outils justement pour mesurer correctement la vacance des locaux d'activité. Donc les collectivités sont un peu dans une impasse, sauf évidemment à prendre leur vélo, leur trottinette ou leur véhicule électrique et puis à aller voir quels sont les locaux vacants sur leur territoire. Et donc c'est l'inventaire en marchant ou en roulant. Ok, petit complément de Jérôme peut-être sur ce premier volet. Juste pour dire qu'au niveau des communes, on a reçu la semaine dernière une demande de la part du préfet de faire le recensement exhaustif de toutes les déclarations d'aliénés, de toutes les déclarations de travaux enregistrées depuis le 1er septembre jusqu'à aujourd'hui et de rendre notre copie le 15 octobre. Et je ne sais pas du tout si c'est une initiative locale ou pas, mais enfin en tout cas il l'intègre globalement dans une recherche de recensement de l'ensemble de l'évolution de l'urbanisme, y compris dans les villages, dans toutes les villes j'imagine. Et je pense qu'il y a un lien, parce qu'effectivement, le ZAN ne concerne pas que l'économie, mais aussi tout l'urbanisme. C'est juste un témoignage. Oui, merci. Nicolas, est-ce que tu peux nous dire, aussi rapidement, ce qui est déjà figé, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment, là où il y a des décrets, etc., d'application, et quelles sont quand même les zones sur lesquelles il y a encore de la marge de manœuvre sur cet objectif et sa mise en application, que ce soit le principe général ou que ce soit, par exemple, la question du périmètre territorial et des voilà, quel est le périmètre d'application, on va dire, de ces différents objectifs. En gros, qu'est-ce qui est aujourd'hui déjà plié, on va dire, et où est-ce qu'il y a des marges de manœuvre en termes sur le plan de la loi. Pour ça, il faudrait interroger le législateur et le ministère de la Transition écologique. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, il y a autant de questions dans les services de l'État déconcentrés que dans les collectivités territoriales sur l'application de cet objectif du zéro artificialisation nette. Donc, ce qui ne peut, à mon sens, pas être mis en cause, c'est de viser la sobriété foncière. Et là-dessus, tout le monde est d'accord, que ce soit les collectivités, l'État et les entreprises et opérateurs privés. Après, sur les moyens d'y arriver, on va en parler, je pense, largement dans cette table ronde. Nous, on pense que la marge de manœuvre, elle devrait être fixée par rapport aux tendances passées sur chaque territoire, c'est-à-dire que des territoires vertueux ne pourront pas être mis au même régime que des territoires qui ne l'ont pas été dans les années écoulées. Et là où il y a encore une marge de manœuvre, c'est, on en parlait, en distinguons habitat, activité économique et équipement ou infrastructure, parce qu'on ne parle pas du tout des mêmes sujets. Les leviers et les outils ne sont pas du tout les mêmes sur ces trois champs. Et je pense que même si on parle d'activité économique, autant les décrets récents ou qui vont sortir seront assez fermes sur la question des surfaces commerciales, autant sur la question de l'activité productive, donc l'industrie et l'artisanat, il y aura des marges de manœuvre qui seront données aux collectivités territoriales. Mais bon, jusqu'à il y a quelques mois, on était très, très ferme. Côté État, maintenant on commence à avoir des déclarations, je dirais, plus rondes sur la question. Donc attendons voir ce qui va sortir. Voilà, je ne vais pas me faire révéler des secrets que je n'aurai pas. Bien sûr. Guillaume, peut-être pour poursuivre cet état des lieux, hein, au-delà du contexte juridique et réglementaire, pour poursuivre notamment l'inventaire qu'on avait abordé lors du quiz, que lors de France Stratégie, l'enquête
Terruti, Lucas. Terruti, Lucas. Voilà, merci. C'est quoi aujourd'hui l'état des lieux de la répartition du foncier artificialisé? Alors, je pense que déjà, il faut rappeler que tous les outils d'analyse qui permettent de mesurer l'artificialisation des sols, quel que soit l'indicateur qu'on utilise, aucun des trois qui est dans le rapport de France Stratégie, qui est à l'origine de cette législation, n'est d'accord l'un avec l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un qui passe par... on repère les surfaces artificialisées depuis l'espace avec une analyse satellitaire. Le second, c'est un sample, un sondage parcellaire où on dit, bah tiens, sur tel territoire, il y a autant de surfaces artificialisées pour du logement, pour de l'activité, pour des infrastructures routières, etc. Et le troisième, c'est par une analyse cadastrale. Sauf que cette analyse cadastrale, à partir du moment où dans un document d'urbanisme, un terrain passe en capacité à bâtir, il est considéré comme artificialisé, alors qu'il ne l'est pas encore. Ce qu'on peut retenir quand même, c'est que l'essentiel de l'artificialisation, c'est des logements et des routes aujourd'hui, c'est ça? Alors, l'essentiel de l'artificialisation, et ça c'est le seul point sur lequel les indicateurs sont d'accord, c'est le plus grand déterminant de l'artificialisation des sols, c'est en effet le logement. Et c'est de l'étalement urbain causé par le logement, et de fait, donc, les infrastructures de transport au sens large, donc le logement c'est environ 40%, les infrastructures de transport c'est un peu moins de 30%, 27-28% en fonction des rapports, mais dans ces 28% d'infrastructures de transport, c'est essentiellement du transport routier, des infrastructures routières, pardon. Sur la situation, merci Guillaume. Bruno, dans ton quotidien, ton anecdote déjà présumait le fait que les choses bougent de manière assez significative. Si on élargit un peu le sujet, quel est aujourd'hui l'état des lieux que tu fais de l'impact de cette future loi dès à présent, et du coup un petit peu des comportements des acteurs en lien avec cette perspective? Alors, je distinguerai, je pense, deux situations. Celle des métropoles, grandes métropoles comme Lyon, Paris, voire des métropoles plus régionales, Nantes, Toulouse, sur lesquelles on travaille. Sur Paris, très clairement, aujourd'hui, les fonciers se font approprier par des gros institutionnels qui ont des capacités financières importantes, puis en plus qui ont un gros problème de placement d'argent, dans le sens où le marché du bureau en région parisienne s'est effondré, ou en tout cas est très déstabilisé, dans le sens où on n'a pas de vision globale de ce qui va se passer dans les années à venir. Alors post-Covid à cause du télétravail, mais également aussi avec quelque chose qu'on a un peu de mal encore à anticiper, c'est l'influence du numérique et de l'intelligence artificielle dans l'accroissement de la productivité des services administratifs, qui pourrait nous amener en fait à perdre beaucoup de postes dans ces métiers-là. Donc aujourd'hui, il y a un parc de bureaux en région parisienne qui est assez conséquent. Beaucoup de projets de PC déposés, non réalisés. Donc avec une grosse question sur la réalité de ce développement tertiaire. Donc à un moment, il y a des gens qui ont de l'argent, qui avaient prévu d'investir dans des bureaux. Les bureaux ne vont pas se réaliser, ou pas tout de suite. Il faut bien qu'ils trouvent une alternative. Et l'alternative, aujourd'hui, c'est de se positionner sur des fonciers industriels. Et ces fonciers industriels, tout à l'heure, je parlais d'un coefficient de l'ordre de 4, mais j'ai vu encore pire. C'est-à-dire que j'ai vu des terrains partir à près de 1500 € du mètre carré, sur Villeneuve-Saint-Georges, par exemple, sur 14 hectares, l'ancienne friche Philips, bâtiment complètement à démolir. Bon, on n'a pas les prix, puisque en fait, c'est quelque chose qui reste relativement confidentiel entre le vendeur et l'acquéreur, mais on sait que c'est à plus de 200 millions d'euros. C'est des choses infernal pour des métiers comme les nôtres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, en fait, c'est un accaparement du foncier par des institutionnels qui veulent les conserver en patrimoine, parce qu'ils se disent que de toute façon, à une échéance de 10 à 30 ans, on ne trouvera plus de foncier pour développer des locaux d'activité économique. Donc ça, c'est le premier sujet. Alors, ça se voit dans une moindre mesure également sur des secteurs comme Lyon. On s'est pris, j'ai vu passer des terrains à plus de 300 € qu'on regardait même pas à 50 € il y a 5 ans.
Mais c'est aussi trivial que ça. C'est-à-dire qu'on nous présente aujourd'hui des terrains sur lesquels on va se battre pour l'acheter, et on ne l'a pas parce qu'il y a quelqu'un qui a surenchéri. Alors qu'il y a 5 ans, on nous l'aurait présenté à 50 €, on aurait hésité, on se serait dit c'est peut-être pas la meilleure localisation. Parce qu'effectivement, il y a 5 ans, on n'avait pas cette situation du ZAN qui nous pendait sous le nez, et on se disait de toute façon, il y a bien un aménageur qui va nous vendre un terrain à 30 balles un peu plus loin. Je caricature un peu, mais j'ai été en collectivité comme vous, donc j'ai aussi vécu cette situation où on voyait des entreprises quitter le territoire pour faire des culbutes financières, très clairement, c'est-à-dire qu'elles revendaient leurs biens en ville, en zone dense, et elles allaient faire une grosse culbute financière, et avec l'argent se racheter un terrain et se faire construire à 10 km de là où ils étaient. Donc ça, aujourd'hui, on sait que c'est plus possible. En tout cas, on anticipe le fait que ce soit plus possible. Donc ce qu'on voit, c'est effectivement un surenchérissement des terrains. Et deuxième facteur, chose que je croyais plus vivre, en fait, c'est ce qui se passe dans les pays denses comme Singapour, le Japon, c'est-à-dire on commence à réétudier et à déposer des permis de construire pour de l'activité en étage. Alors là, tu anticipes un peu parce qu'on en parlera dans les solutions, mais c'est pas grave, ça permet elle aussi de faire un peu de teasing. Et juste avant de passer la parole à Jérôme pour revenir peut-être sur des problématiques plus rurales, en tout cas moins métropolitaines, tu es promoteur. Aujourd'hui, les promoteurs, prenons l'angle du promoteur. Quelle question le promoteur se pose? Se dit, il faut que j'oriente mes activités peut-être plus vers le logement. Est-ce qu'en gros, l'activité économique aujourd'hui est un sujet qui reste prioritaire pour un promoteur, ou est-ce que finalement, il n'y a pas une réorientation des stratégies d'investissement ou de partage de projets? C'est peut-être un peu secret comme question. Non, c'est pas du tout secret. C'est en fait la difficulté pour le promoteur, c'est le positionnement. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a des foncières qui ont des outils internes de développement, on se pose la question de la place du promoteur dans la chaîne de valeur. C'est plutôt ça. Mais aujourd'hui, l'immobilier entreprise, il y a une vraie tension. Il y a une tension qui a été créée au fil des dernières années. C'est-à-dire qu'on a évincé les activités. On avait beau dire qu'on faisait de la mixité urbaine, c'est-à-dire qu'on avait créé de la ville dense avec des logements, des bureaux et des activités. À la fin, on voyait bien ce que ça donnait dans les programmes de ZAC. C'est-à-dire qu'il y avait le programme initial et puis après le bilan qui passait par là, et il y avait le programme final. Donc moi, j'ai vu pléthore de terrains qui étaient affectés avec l'activité. Je crois qu'on en est tous témoins, où à la fin on avait 160 ou 180 logements dessus. Voilà. Donc aujourd'hui, faut pas se leurrer. J'ai vu passer le loyer en 10 ans, le loyer des locaux d'activité, je vais parler plutôt de région parisienne, de 80, où on me disait que c'était vraiment un plafond, que jamais personne n'aurait les moyens de payer plus, à 160 aujourd'hui. Et de la même façon, on avait des taux de rentabilité attendus par les investisseurs qui étaient tous entre 8 et 10, c'est-à-dire que globalement, on voulait 10% de rentabilité ou 8% de rentabilité pour les locaux les mieux placés, parce qu'on considérait qu'un bâtiment industriel à 20 ans, c'était quasiment bon à démolir et que ça avait plus de valeur, quoi. Donc il fallait faire des capex tellement importants que... Et en fait, on voit que les bâtiments d'activité, c'est un peu comme les centrales nucléaires, 30, 40, 50 ans après, il y en a qui sont toujours là et puis qui n'ont pas été globalement réaménagés et qui perçoivent toujours des loyers ou qui appartiennent toujours à des utilisateurs. Donc, ce qu'on voit finalement aujourd'hui, c'est que les investisseurs qui achetaient des bureaux à 5-6%, ils veulent plus acheter de bureaux. Donc, ils vont aller placer leur argent sur la logistique. La logistique, c'est un secteur de marché qui est devenu très spéculatif, avec des taux de rentabilité admis à moins de 4%, ce qui est hallucinant quand on voit une période un peu longue. C'est des bâtiments qu'on vendait pas à moins de 10% il y a encore 5-6 ans. C'est quand même relativement inquiétant quand on se dit qu'il y a peut-être une bulle quand même quelque part, qu'à un moment tout ça va se dégonfler, notamment avec l'augmentation des taux d'intérêt. Et donc on voit aujourd'hui la même chose sur les bâtiments d'activité, des choses qui se vendaient 7-8% de rentabilité il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, ça se vend entre 5 et 5,5. Merci. Sur Lons-le-Saunier, ça se passe comment Ça se passe pas mal, mais on vend encore du terrain à 18 € du mètre carré, donc sachez-le. Alors non, mais il y a d'autres problématiques qui viennent autour de ça. Et en fait, nous, notre problématique, c'est précisément ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la manière de laquelle les choses vont être calculées pour éventuellement redéfinir un projet de développement territorial. C'est-à-dire que
le terrain dont je parle, à 18 € du mètre carré, c'est pas une blague, hein, c'est une réalité. Il est même moins cher à certains endroits, puisque les deux prix qui sont affichés, c'est 14-18 €. Ça a été voté en 2014. Pourquoi en 2014 on a décidé ça et on le vend qu'en 2022 ? Tout simplement parce qu'il y a une péripétie de procédures juridiques sur des problèmes de succession, de machin, etc., qui sont empilés les unes après les autres, qui ont fait que le terrain n'a pas été aménageable avant maintenant. Donc les entreprises ont patienté pour certaines, d'autres sont parties ailleurs. Mais au jour d'aujourd'hui, effectivement, on vend à la décision qui avait été prise à l'époque, parce que le bilan de l'opération, lui, même s'il a un peu changé, il n'a pas été remis en cause. Et la question pour nous, c'est de se dire que ce qu'on vend aujourd'hui, qui avait été décidé en 2014, ça vient dans le décompte, dans le décompte pour les 50%. Ce qui fait que la prochaine zone d'activité que l'on avait en réserve, la zone économique qu'on avait en réserve, qui fait aujourd'hui, sur le papier, 26 hectares, bon, je vous le fais schématiquement, parce que ça va être un petit peu plus compliqué comme calcul que ça, mais grosso modo, on va en perdre la moitié. C'est-à-dire que notre capacité de développement, alors qu'au final, en un sens, on a été mauvais élève parce qu'on n'a pas réussi à développer assez vite. Dans un autre sens, on a été bon élève parce qu'on a maintenu et on a quand même préservé notre territoire, parce qu'on est dans des territoires... Quand Claude Borcard disait tout à l'heure à l'introduction qu'on était un peu l'Allemagne de la France, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on avait un développement assez raisonné. C'est-à-dire qu'on a un équilibre entre la nature et l'urbain, qu'on a pas mal d'activités très sympas. D'ailleurs, je vous invite à rester ce week-end ou à revenir. On a des lacs, on a la montagne, on a le ski, on a tout ce qu'il faut, quoi, grosso modo. Mais, et là-dedans, on a des pépites. C'est-à-dire qu'on a des entreprises dans le secteur industriel qui sont très pointues, qui exportent partout dans le monde et qui sont reconnues partout dans le monde, sauf en France, parce qu'on les connaît un petit peu moins. Mais le fait est, c'est qu'il est là, quoi. La dichotomie, elle est là. C'est que demain, ces entreprises-là, on ne sait pas si on pourra leur permettre de se développer chez nous. Pourquoi ? Parce qu'on va perdre en capacité de développement foncier, alors que jusqu'à présent, on a été quand même finalement assez préservateur de notre environnement. Vous avez vu que subtilement, Jérôme est passé des constats aux enjeux. Et donc ça fait le lien avec... je t'en prie. Puis tu as pu faire la promotion de ton territoire au passage, tu loupes pas une occasion. Guillaume, sur les enjeux, puisque finalement tu l'expliquais au départ, tu travailles à la fois pour les territoires et les entreprises. Pour toi, quels sont les principaux enjeux que les constats qu'on vient de constater ensemble vont se poser? Alors, juste pour l'auditoire, vous tous, il y aura un petit échange de paroles et de témoignages si vous souhaitez prendre la parole juste après cette partie. Donc, commencez à réfléchir à vos questions. Guillaume. Sur les enjeux. Ouais, je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que quand on met en place une politique publique, et on en a beaucoup parlé ce matin, c'est qu'elle doit être au service d'un projet de société. Et l'objectif de zéro artificialisation nette, il sert quand même la préservation de la biodiversité. Là-dessus, tout le monde entend raison et tout le monde dit « Ok, pas de problème ». Maintenant, quand on se dit que 70% de l'artificialisation des sols, donc NDLR, les infrastructures de transport, plus le logement, est aujourd'hui antinomique de la préservation de l'environnement ou de la biodiversité, parce que quand on favorise l'étalement urbain pour faire des maisons individuelles, on sait tous que ça ne permet pas de répondre à nos enjeux de préservation de l'environnement, ou en tout cas de la stratégie nationale pour le bas carbone. Quand on crée des routes, là il y a des paradoxes qui ont été étudiés par énormément de chercheurs et qui nous démontrent qu'en fait créer des routes, c'est mettre plus de voitures sur la route et c'est créer des bouchons. Et même le phénomène inverse existe, c'est que quand on supprime des routes dans les agglomérations, on réduit le taux d'engorgement de ces mêmes routes, donc au niveau global. Donc en fait, avec 70% du déterminant de l'artificialisation des sols, on ne se met pas au service de notre projet de société. Donc ça, c'est le premier point. Donc là-dessus, très bien, on a créé un outil qui nous permet de répondre à ce projet de société. Le deuxième point, c'est que quand on dit on fait le zéro artificialisation nette des sols, on ne fait pas ni de distinction territoriale, et Bruno l'a évoqué tout à l'heure, il y a des dynamiques qui sont très différentes. Ce matin, vous en parliez, Sarah et Emilien aussi, tous les territoires sont différents, donc il faut avoir des stratégies adaptées à chacun. Et deuxième chose, c'est qu'on condamne l'ensemble des typologies d'artificialisation des sols.
C'est-à-dire qu'on met dans le même panier le logement, les infrastructures routières, l'industrie, la logistique, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, ça, c'est le premier point que nous, on observe, c'est qu'il y a peut-être une petite distinction à faire. Mais on y reviendra tout à l'heure, sinon je passe aux solutions, c'est ça. Oui, juste après. Et ensuite, quand je disais qu'il y a des différences entre les territoires, c'est que quand on part du principe qu'il y a une réduction par 2 qui va devoir s'opérer à la bascule à 2030, et donc il y a des territoires qui vont faire du stock. La plupart des territoires qui font du stock et donc qui artificialisent le plus sont des territoires qui arrivent à tirer leur épingle du jeu aussi en termes d'implantation de nouvelles activités, d'implantation d'activités industrielles, que ce soit des métropoles ou des villes moyennes. Donc ces territoires-là qui vont se créer du stock ou qui se sont déjà créés du stock et qui ont artificialisé beaucoup, et qui, quelque part, dans la sobriété foncière, sont les mauvais élèves de la classe, ceux qui ont été les bons élèves, eux, vont limiter leur capacité à pouvoir recréer du rééquilibrage territorial, réaccueillir de l'activité économique ou accueillir des nouveaux habitants sur leur territoire. Donc on voit bien que voilà, les enjeux pour les territoires, ils sont extrêmement prégnants. Pour les entreprises, Bruno, que ce soit les industries ou les PME, PMI, les artisans, là, il ne va pas se poser un petit problème de modèle économique de leur fonctionnement si la partie foncière immobilière fait x8. Alors, le premier sujet, notamment sur chez les artisans et les PME, en fait, c'est que une grosse partie de leur modèle économique vient dans la propriété de leur bâtiment. C'est-à-dire que beaucoup de chefs d'entreprise achètent un bâtiment, créent une SCI et mettent l'activité en location. Et à l'issue de la retraite, ils vendent l'activité, et puis quand l'activité s'en va, ils se trouvent propriétaires d'un bâtiment qu'ils revendent éventuellement ou qu'ils relouent. Si des foncières importantes commencent à phagocyter le marché et à mettre la main sur tous les fonciers, c'est clair que ce modèle chez les PME, PMI et artisans va commencer à décliner. Donc là, il y a un vrai sujet de modèle économique dans les PME, TPE. Ça, c'est très clair, et chez les artisans y compris. Après, il y a la question du loyer. Par contre, sur la question du loyer, moi, je me suis toujours posé la question de savoir si les loyers n'étaient pas élevés parce que les entreprises voulaient pas payer cher, ou si parce qu'elles n'avaient pas la capacité de payer cher. Voilà, ça c'est un autre sujet. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que personne ne ronchonne face à un loyer de 150 €. Là, on m'expliquait que 80 ou 90 € il y a 10 ans, c'était un maximum. Aujourd'hui, personne ne conteste les loyers. Souvent, quand un local d'activité est bien placé, correctement fabriqué, entre guillemets, il n'y a vraiment pas de sujet. Là où on est embêté, la plupart du temps, enfin moi les programmes que je vois rester un peu vacants dans les métropoles, encore une fois, je parle de grandes métropoles, c'est des programmes en fait mal fichus, on va pas mal conçus, avec des cours pas adaptés, des accès pas adaptés, ou alors mal localisés, par exemple enclavés dans une zone résidentielle avec un accès, une voie d'accès qui crée des nuisances, des ralentisseurs, ou alors avec des ralentisseurs. Enfin, je pense que vous avez tous un peu vécu ça dans les services de développement économique, des gens qui viennent se plaindre un peu en fait de leur capacité à accéder. Nous, dans les parcs d'activités périurbains tels qu'on les concevait il y a encore 1 ou 2 ans, les 3/4 des entreprises qui venaient s'installer, c'était des gens qui venaient de la zone dense, c'est-à-dire qui venaient fuir finalement une densité urbaine qui ne leur permettait plus de fonctionner, soit parce que la voie devant chez eux avait été recalibrée pour faire des trottoirs plus grands, ou pour mettre une piste cyclable ou une voie de bus. C'est des choses tout à fait entendables, mais qui permettent pas forcément de faire fonctionner des activités industrielles. Donc elles allaient rechercher finalement plus de fonctionnalités en périphérie. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec le ZAN, très clairement, ce modèle-là est mis à mal. Ça peut être un bien en quelque sorte, mais il faut quand même se poser la question de savoir ce qu'on va faire de ces entreprises qui ne trouvent plus leur place en ville parce que, encore une fois, dans les projets urbains, la plupart du temps, les élus les mettent un peu de côté parce que c'est vrai que c'est pas très très joli. Parfois, une usine ou une activité industrielle ou artisanale dans une ville, on préfère parfois avoir un beau programme tertiaire ou un programme mixte avec des logements et des arbres, des parcs. La solution, c'était de les évacuer vers l'extérieur. Si on peut plus les évacuer vers l'extérieur, il va falloir trouver d'autres choses. Jérôme, on va dire que à cette conférence, en tout cas, tu représentes les développeurs économiques.
Quels sont pour toi les enjeux des développeurs économiques aujourd'hui sur ces sujets? Et puis après, on ouvrira évidemment, vous pourrez intervenir. Je change l'étiquette là alors. Tu changes, oui, là-dessus, je sais que tu es rompu à l'exercice, tu le feras très bien. Comment je peux dire ça? Je vais essayer de le traduire par la manière de laquelle on le travaille avec Sébastien à notre échelle, et je ne sais pas si vous pourrez faire la transposition et la réflexion qu'on conduit en interne à la collectivité. Bon, on est d'accord sur l'objectif global. On risque d'être dans les contestataires, je ne sais pas quelle sera la couleur du gilet, hein, mais sur les modalités d'application, si elles restent telles qu'elles sont un peu prescrites jusqu'à présent. Parce que, vous l'avez bien compris dans ce que je disais tout à l'heure, nous, on est les parents pauvres du dispositif. C'est-à-dire grosso modo, on bloque notre développement, ce qui veut dire qu'effectivement, les entreprises qui sont performantes aujourd'hui, qui le seront demain, qui auront besoin de se développer, vont aller ailleurs, que grosso modo, on va être une ville plutôt de type résidentiel, que peut-être qu'on aura une économie, une silver economy qui va se développer, mais qu'à bout d'un moment, ça va atteindre un certain point de rupture. Par manque de régénération, par manque de renouvellement des générations. Aujourd'hui, la réflexion, et on l'a conduit avec les entreprises, c'est déjà de travailler ensemble. Donc de co-construire, on revient un petit peu à ce qui se passe avant, c'est de co-construire notre avenir, y compris avec ceux qui sont les plus impactés, quoi. Les dirigeants d'entreprise sont quand même conscients de tout ça. Donc ce qu'on met en travail, c'est effectivement un travail sur le IT, donc l'écologie industrielle et territoriale, qui n'a rien à voir avec la problématique foncière, mais qui englobe quand même cette problématique-là dans la problématique globale du repositionnement de l'entreprise dans le phénomène de transition à la fois économique, écologique, sociétale, etc. Et dans cette problématique-là, ils ont accepté le principe de travailler avec nous déjà sur l'optimisation foncière. Parce que nous, au final, on n'a pas de friche, donc on n'a pas de fonds friche. Mais on a des problèmes d'optimisation foncière, parce qu'on a énormément de réserves foncières par manque d'optimisation des parcelles. C'est-à-dire qu'il y a 10 ou 15 ans, quand on vendait une parcelle à l'entreprise, l'entreprise, même 20, 30 ans, l'entreprise se projetait sur 50 ans. Et donc elle achetait un terrain, moi je sais pas, je dirais une connerie, de 10 hectares, et elle en occupe 2. En se disant, je vais l'occuper. 10, 15, 20 ans après, elle en occupe 2,5 parce qu'elle a fait un parking. Et c'est tout. Ce qu'on appelle les tout le reste, c'est de la pelouse. Enfin, je ne sais pas, Sébastien le dira. Alors, on a eu quelques tendances à un petit peu d'optimisation ces dernières années. Là, en l'occurrence, il y a une accélération, mais aussi liée au fait que les gens sentent cette nécessité, et puis au fait aussi qu'on n'ouvre plus tellement de terrain parce qu'on a été aussi raisonnable sur les différents programmes. Un peu forcé sur certains, mais raisonnable sur les autres. Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, donc on entame cette discussion-là pour l'optimisation foncière. Après, la problématique que l'on a, c'est la problématique de la hausse du foncier. C'est-à-dire de ce que disait Bruno tout à l'heure, c'est que le foncier, moi je vous dis, on vend à 18 €, mais le terrain d'à côté, il est déjà à 70. Donc vous voyez, avec Ubud, ça illustre tout à fait ce que disait Bruno. Donc nous, la problématique que l'on a, c'est notre population demain. Est-ce qu'elle va pouvoir encore, enfin, par renouvellement génération, acheter ici? Moi j'ai vécu le problème en Seine-Saint-Denis. Je veux dire, prenez Noisy-le-Grand par exemple. Il y avait, dans les années 2000 à 2010, entre 40 et 60% d'augmentation du coût du foncier. C'était quoi la conséquence de ça? C'est que la population qui était là, née à Noisy-le-Grand, qui avait vécu, grandi, qui avait fait leur scolarité à Noisy-le-Grand, quand ils commençaient à arriver dans la vie active et qu'ils voulaient s'installer, donc partir de chez les parents, ben, ils ne restaient pas à Noisy-le-Grand. Ils allaient plus loin en Seine-et-Marne. Et ça aussi, ça va être bloqué. De la même manière qu'on va bloquer l'étalement urbain pour les entreprises, qu'on va les déplacer à l'extérieur, il va falloir qu'on les réintègre, il faut aussi qu'on assume le fait de maintenir les populations sur place. Donc il va nous falloir des outils pour ça. Il va nous falloir des outils parce que le dumping financier, on ne le maîtrise pas, nous, en tant que collectivité, et donc en tant que développeur. Si je me remets donc il va nous falloir des outils, et donc là, la réflexion que l'on fait, c'est il va falloir qu'on lance des enquêtes ou des études que nous, on va essayer d'intégrer dans le cadre de la révision de la création du PLUI, parce qu'il n'est pas encore créé à l'échelle de l'agglomération, pour éventuellement voir sur quel périmètre on aura la capacité, à la fois juridique et technique, de sanctuariser des zones pour pouvoir ensuite préempter.
C'est pour l'instant la piste de réflexion que l'on a. Voilà. Ça, c'est l'une des pistes principales que l'on a de C'est bien, réflexion. c'est la Après, troisième partie de on notre reviendra dans le conférence. détail Voilà. après. Et donc, des micros vont circuler. Peut-être avez-vous une intervention à faire, peut-être sur les problématiques que vous rencontrez sur votre territoire. Et peut-être aussi, vous sentez-vous, puisque tu parlais d'outils tout à l'heure, Jérôme, enfin à l'instant, vous sentez-vous bien outillé pour faire face à ces défis? Alors moi, je veux bien faire un témoignage. Du coup, je me retrouve complètement dans les propos. Je travaille pour la communauté de communes, donc petite taille, Grandville Terre et Mer, donc bord de mer en Normandie. En plus de toutes les problématiques que je retrouve sur le territoire, on a également, en ce qui nous concerne, l'attractivité des résidences secondaires, qui ont fait augmenter les prix de 30% en 2 ans sur le logement. Avec des habitants qui ne sont pas là à l'année. Alors après, c'est intéressant pour nous puisque c'est de la taxe d'habitation, ce qui n'est plus le cas sur les résidences principales. On a du coup un fort développement. Alors je ne sais pas si on est du coup l'Allemagne côté Manche. On a une entreprise assez significative pour notre territoire qui a investi 100 millions d'euros sur 2 ans et demi. Donc il prévoit de passer de 450 salariés à 1000. Aujourd'hui, c'est sur des opérateurs, donc on ne peut pas les loger. On ne peut plus les loger sur le territoire. Il faut les loger ailleurs. On a la problématique de la mobilité. Et donc, Lausanne, on a été aussi très respectueux sur le volet activité, mais je ne sais pas si, pareil, je pense que c'était plutôt contraint qu'autre chose, c'est qu'on met beaucoup de temps à sortir une zone d'activité. Elle rentre dans le quota, donc dans le quota... elle n'est pas encore faite, enfin elle est en cours, mais elle n'est pas encore faite. Et nous, Lausanne, il intègre aussi nos problématiques de repli du trait de côte. Donc à un moment, on a des entreprises qui se développent, on a une attractivité résidentielle forte, et on a été assez vertueux, façon de parler, contraint et forcé. Voilà, on est bloqué, donc on est bloqué. Nous, on réfléchit sur la nouvelle zone à ne plus vendre, à être sur des baux, mais pour une collectivité de notre taille, c'est 45 000 habitants, c'est des réflexions et une demande d'ingénierie qui est assez importante. Et en fait, on n'est pas équipé, on n'est pas armé pour faire face à ça, quoi. Voilà. Les solutions vont arriver juste après. Enfin, en tout cas, on compte sur la pertinence de nos 4 intervenants pour résoudre votre problématique tout à l'heure. Donc, même combat en Normandie et dans le Jura. D'autres interventions? Ouais. Bonjour, Gilles Petit Frère, établissement public foncier de Grand Est. Les problématiques citées, elles existent sur d'autres territoires, sur d'autres régions aussi. Moi, j'avais une petite interrogation, c'est que dans tout ce qui a été dit ce matin, il y a un mot que je ne vois plus, je n'ai pas trop vu qui a été prononcé, c'est l'aménagement du territoire, en fait. On en revient encore sur cette notion et d'équilibre entre les territoires, parce que j'ai juste une petite anecdote. L'entreprise qui va pas s'installer en Bourgogne-Franche-Comté va s'installer soit en Nouvelle-Aquitaine, soit dans le Grand Est. Donc au final, voilà, elle fait fi aussi des possibilités aussi d'un territoire de s'installer pour développer son activité. Donc il y a ça aussi. On reste encore un territoire. Enfin, je parle, quand je dis territoire, en France, un pays attractif. Donc, voilà. Un d'entre vous veut intervenir, oui, Jérôme, peut-être Peut-être une deuxième question avant. Regroupez les questions et vous répondrez. Ces phénomènes-là, je pense qu'on va en voir de moins en moins, notamment à cause de ce qui va se profiler. Bon, il y a quand même la notion de bassin d'emploi et de compétences. C'est-à-dire que nous, dans notre secteur industriel, notre grand ennemi, c'est la Suisse, quoi, grosso modo. C'est-à-dire que... Non, mais on peut en parler. De toute façon, on en parle ouvertement avec eux, parce qu'on a des conférences interreg. Le problème que l'on a, c'est que quand vous gagnez 1 000 € en France, vous gagnez 4 000 € en Suisse. Donc, les entreprises qui sont installées dans le Haut-Jura, elles descendent dans la vallée, donc elles viennent sur Lons, sur Dole. Donc elles descendent, elles essayent de s'éloigner un peu du massif montagnard, parce que dès que vous êtes dans le massif montagnard, vous êtes happé par la Suisse. Dès que vous êtes compétent, et en technique, hein, moi je parle pas d'ingénieur, je parle de technicien, quoi.
C'est dans la lunetterie, dans la mécanique industrielle, les gens, ils perdent, même y compris les infirmières. Dans le secteur médical, c'est incroyable. Les cumuls, c'est de 1 à 4, voire à 5 des fois. Et plus on est qualifié, pire c'est. Il y a des rapports de 1 à 10. Donc nous, c'est ça notre problème. Enfin, du moins, notre problème local. C'est effectivement de lutter contre la désertification économique de nos amis du Haut-Jura. C'est-à-dire que d'une certaine manière, nous, on bénéficie un peu de cette problématique-là, mais dans de moindres mesures, parce que quoi qu'il en soit, il arrive toujours un moment donné où le chef d'entreprise ici, il dit mon salarié il devient trop qualifié, il va partir là-bas, quoi. Donc nous, c'est plutôt ça la problématique, que le déménagement total d'une entreprise. Parce que ça, au final, elle reste là, parce qu'il y a quand même le bassin de compétences, qui est quand même historique. Notamment sur la micromécanique, et sur un certain nombre de métiers qui sont liés, puis après, il y a les ressources, hein, le bois, etc. Mais ça, il y en a un peu partout en France. Je vais démarrer. Bonjour à tous. Loïs Carlini, communauté d'agglomération Privas-Centre-Ardèche, donc en Ardèche. Je vais vous livrer un témoignage de zone de moyenne montagne sur cette question de la ZAN. Contrairement aux grands territoires de plaine, les territoires de moyenne montagne, elles partent dans cette équation de la ZAN avec très peu de stock de foncier. Parce que les terrains plats, depuis toujours, c'est une compétition entre l'agriculture, l'habitat et l'activité. Donc, en réalité, on se retrouve dans cette compétition face à des territoires pour lesquels s'entend la décision du législateur, mais pour lesquels on n'est pas du tout confronté aux mêmes enjeux. On ne peut pas comparer un territoire comme le bassin privadois, une des plus petites préfectures de France, avec ce que peut vivre une métropole sur le sujet de l'artificialisation. C'est ce que vous disiez. Aujourd'hui, c'est un traitement qui est fondamentalement injuste, notamment pour les territoires de moyenne montagne, et je ne parle pas des territoires de montagne. Premier élément. Deuxième élément, sur la question de la pression foncière, vous évoquiez la pression pour des métropoles plus importantes, mais on commence à la connaître aussi dans des petits territoires comme les nôtres, où des opérateurs de grande distribution n'hésitent pas à acheter du foncier stratégique à 4 ou 5 fois le prix avant que le SCOT soit approuvé, et en réalité, elles jouent au Monopoly. Donc, elles font des placements. C'est absolument problématique parce qu'elles font mécaniquement monter le prix du foncier en créant des références sur lesquelles France Domaine n'hésitera pas à s'appuyer dans un an. Et donc c'est terrible pour les collectivités qui doivent stocker du foncier pour l'avenir dans des conditions où elles sont d'ores et déjà exclues du jeu. En fait, voilà. Et troisième élément, sur la question de l'artificialisation et des voies, la voirie est le sujet qui artificialise le plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on est en situation d'arbitrer entre faire on a 2 grands projets de voies vélo. Voilà. Donc il va falloir qu'on arbitre entre faire des voies vélo et des voies vélo domicile-travail, avec un objectif de déplacement quotidien, avec des sujets d'habitat ou d'activité. On arrive dans des conflits de soutenabilité qu'on évoquait auparavant, qui sont sans solution. Voilà. Merci. Alors, juste avant de répondre, peut-être la dernière question, et peut-être que les sujets pourront se croiser, et Bruno, je te laisserai évidemment répondre. Aurélie Moreau, je suis agglomération du Saint-Quentinois, donc région Hauts-de-France. On est loin de la montagne, nous. Mais on a également les problématiques du zéro artificialisation nette, dans la mesure où aujourd'hui, notre territoire est de plus en plus attractif. Alors, pour des raisons assez étonnantes, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui viennent s'implanter chez nous parce qu'il y a un taux de chômage important et donc de la main-d'œuvre disponible. Qui n'est pas le cas sur tous les territoires. Donc on a gagné plusieurs grosses implantations grâce à ça, grâce au positionnement du territoire également. Et en fait, on est confronté dans les Hauts-de-France, au-delà de la pénurie de terrain que l'on peut avoir,
du canal Seine-Nord-Europe qui rentre dans le compte de l'artificialisation, et c'est un vrai danger pour nos territoires. Ce dont on ne parle pas, c'est de la renaturation, parce que nous, on essaye de travailler sur le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, on a encore des friches sur lesquelles on travaille qui étaient polluées, des grandes friches industrielles, textiles, et on veut y ramener de la nature pour essayer d'équilibrer. Mais c'est une question que je voulais poser, c'est-à-dire que est-ce que demain, ça comptera dans le quota? Et parce qu'en fait, on essaye de se dépêcher pour créer des nouvelles zones. Hein. On fait des grosses études pour créer de nouvelles zones et de faire un comptage entre ce qu'on peut récupérer sur les friches et sur ce qu'on peut récupérer sur les zones commerciales. C'est-à-dire qu'on essaye aussi de récupérer sur ces zones-là. Donc, quel est l'équilibre demain pour l'ensemble de nos territoires? Et parce que l'enjeu, en fait, c'est l'entreprise, c'est la création de valeur, la création d'emplois, et donc l'industrialisation de nos territoires. Merci. Donc, les territoires sont différents, mais il peut y avoir des enjeux communs. Donc, peut-être, Bruno, je crois que tu souhaitais répondre à la question de Loïs sur... en tout cas, ou plutôt l'intervention de Loïs. Alors, les deux interventions, en fait. Effectivement, on accompagne les industriels dans des nouvelles implantations. Ce qu'on constate, c'est que ce qu'ils souhaitent, c'est un cadre de vie intéressant, agréable pour les cadres qui vont venir en fait exfiltrer d'ailleurs, en général délocalisés d'une grande métropole, et ils veulent également un bassin de compétences, parce que leur grosse inquiétude, c'est de savoir s'ils vont pouvoir embaucher, parce qu'ils créent une activité ex nihilo, et donc ils doivent pouvoir embaucher des opérateurs. Donc deux grosses sources d'inquiétude, c'est le niveau de compétence, est-ce qu'ils vont trouver des gens qualifiés pour travailler, et deux, la concurrence, est-ce que je vais pas me retrouver dans un territoire où en fait je vais être concurrencé par les Suisses ou par l'Allemagne ou par autre chose. Donc ça c'est les deux gros facteurs dont on nous parle. Moi personnellement, on m'a jamais parlé de subventions, d'aide fiscale ou autre. On m'a parlé d'axes, d'autoroutes, de bretelles d'accès, de terrains disponibles, de compétences et de cadre de vie chez les industriels. Et pour vous répondre sur la question en fait de l'accaparement par des opérateurs, notamment commerciaux, c'est aussi dans une autre stratégie, c'est que la plupart du temps, très souvent, ce qu'on constate, c'est qu'ils viennent bloquer des terrains pour empêcher des concurrents de s'implanter. Donc on voit ça très très régulièrement, c'est-à-dire même des opérateurs commerciaux déposer des demandes de CDAC sans avoir du tout l'intention d'implanter un magasin. C'est juste en fait pour l'acheter, pour venir le bloquer et éviter que quelqu'un d'autre s'implante. Et effectivement, comme c'est des activités qui génèrent un chiffre d'affaires relativement important, ils ont la capacité d'acheter du foncier parce que pour eux, c'est pas la partie de l'investissement qui est le plus haut, quoi. Voilà. Nicolas, peut-être sur la renaturation, as-tu une réponse? Alors, désolé, non, c'est pas sur la renaturation, mais il y avait un participant qui a posé une question. Quid de l'aménagement du territoire, et moi je trouve que c'était assez présent dans les interventions des uns et des autres, c'est-à-dire que je dirais que sur les métropoles, la concurrence entre l'habitat, l'activité, hier c'était le bureau comme l'expliquait Bruno Sadorge, aujourd'hui c'est plutôt le productif, elle n'est pas nouvelle. On avait terminé un travail sur le maintien des activités productives dans les métropoles, on voyait qu'à Grenoble le problème venait de l'habitat et qui créait même des concurrences internes entre services, d'ailleurs, entre services développement éco et habitat pour récupérer dans le PLU des parcelles pour y faire soit du logement, soit de l'activité. Mais ce qui est plus nouveau, je pense, c'est que dans les villes moyennes aussi, les concurrences d'usage entre l'habitat, l'activité, les infrastructures, elles commencent à être de plus en plus fortes. C'était pas le cas il y a 5 ans, en tout cas c'était pas formulé aussi clairement qu'aujourd'hui. Et donc nous on termine actuellement une enquête sur la demande foncière immobilière des entreprises. On avait fait on travaille sur l'Île-de-France et sur Valence dans la Drôme. Et à notre surprise, on s'aperçoit que c'est à peu près les mêmes problèmes qui sont pointés du doigt, autant d'ailleurs par les collectivités que par les opérateurs privés. Donc c'est un résultat en soi déjà, mais ça veut bien dire. Alors
c'est pas sur les mêmes niveaux de prix forcément, hein, bien sûr, mais en tout cas, on s'aperçoit que aujourd'hui, la concurrence d'usage, elle est prégnante parce qu'il y a le ZAN et parce qu'elle impacte directement nos pratiques, à la fois en tant que collectivité ou de développeurs. Jérôme, toi, tu avais une réponse à la question de la renaturation à Saint-Quentin? Non, j'ai d'autres questions sur le même sujet. Non, Mais attends, je voulais dire juste une chose, c'est que nous, on avait un territoire qui était un petit peu entre deux, comme à l'Ardèche, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, si on a aussi eu un développement raisonné de l'urbanisme, c'est parce qu'on a deux AOC importantes qui sont stratégiques pour le territoire et qui sont en lien aussi avec l'industrie agroalimentaire, qui pour le coup ne peut pas bouger, hein, c'est le comté et c'est le vin. Mais je pense que tu as raté la discussion d'hier, on va rattraper ça. Voilà. Toi aussi? Bon, on va rattraper pour toi aussi alors. Non, ce que je voulais dire sur la renaturisation, bien entendu, oui c'est ça, je sais plus. Bref, la renaturation, c'est évidemment un des éléments dont on discute. Moi, la question que je me pose là-dessus, c'est est-ce qu'il ne faut pas la faire trop tôt? C'est-à-dire que si on commence à l'engager aujourd'hui, comment est-ce qu'elle va comptabiliser demain? Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre la question de la renaturation après 2030 ou voire après 2050? C'est vraiment une question de fond. C'est-à-dire que il faut voir effectivement, parce que normalement, c'est pris en compte. C'est pris en compte. C'est qu'après, effectivement, on pourra faire des échanges. Donc, effectivement, il y a peut-être des phénomènes de concentration d'usage que l'on pourra éventuellement opérer. Je sais pas, moi, par exemple, les parkings, plutôt que d'avoir des parkings étalés en bitume, faire des parkings silos et renaturer le reste pour faire du logement, pour faire de l'activité, etc. Donc effectivement, regagner de la place peut-être en centre-ville pour continuer à développer un petit peu autour, mais avec un cadre bien fixe. Mais est-ce qu'il ne faut pas... Enfin, moi je me pose la question de savoir s'il faut anticiper ou pas, et même j'ai l'impression de me dire qu'il faut peut-être mieux attendre un petit peu sur la renaturation avant de mettre trop les pieds, parce qu'on ne sait pas ce qui va être pris en compte au final. Oh. Là, il y a Bruno qui veut dire un truc. Ok, on n'est pas déjà dans les solutions? Non, juste une remarque en fait sur cette question de renaturation et de friche industrielle. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des opérateurs type marchand de biens qui se positionnent à vil prix sur des friches, notamment militaires. C'est-à-dire qu'ils achètent ces friches avec un but très précis, c'est-à-dire qu'ils se disent que de toute façon, dans 10, 15, 20 ans, ça aura une valeur. Et que ce sera une compensation sans doute qui viendra en fait se monnayer contre de l'artificialisation ailleurs, peut-être dans une métropole qui aura les moyens de se payer et justement grâce à ça la compensation, l'artificialisation pour un projet rentable par exemple en Île-de-France. Et donc il y a des opérateurs qui se positionnent aujourd'hui sur des friches et notamment militaires. Et donc je pense effectivement qu'il est urgent d'attendre. Les collectivités feraient bien d'acheter ces friches et d'attendre de voir ce qu'on va pouvoir en faire. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des jeux d'acteurs et qu'il y a besoin de poser une stratégie claire et tactique. Dans les solutions, il nous reste en gros un quart d'heure pour en parler. Il faudra peut-être démarrer par un référentiel commun. Nicolas du CEREMA. Tout à fait, mon cher Didier. Oui, donc parmi les solutions, en fait, on a fait un travail commun avec la DCF, ex-ADCF, appelée maintenant Intercommunalité de France, et la NCT sur, je dirais, les solutions à opérer. Je pense que le premier niveau, c'est se mettre d'accord effectivement sur le point de départ, sur le référentiel et sur les objectifs, en ayant les mêmes ordres de grandeur. Et on s'aperçoit que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, parce que on parlait de voirie tout à l'heure, donc certains comptent l'enveloppe foncière de la zone d'activité, d'autres comptent les parcelles uniquement d'une zone d'activité. Donc il faut aussi se fixer ce point de départ, ce qu'on appellera le référentiel, et les indicateurs qui permettront de le définir. Mais quels sont les outils aujourd'hui qui sont disponibles pour les collectivités pour recenser le foncier de manière homogène? Alors, je vais faire la pub pour le CEREMA pour ces outils. Bon,
Carte friche, donc c'est le premier outil d'inventaire national des friches qui aujourd'hui rassemble 10 000 friches recensées sur l'ensemble du territoire national avec des données qui qualifient ces sites en termes de surface et évidemment de géolocalisation et de propriété. Donc ça, c'est un outil de repérage qui est assez efficace et qui fonctionne, qui est accessible à tous. Donc il est participatif. Vous pouvez, y compris, signaler des friches qui n'ont pas été identifiées par l'outil sur votre territoire. Bon, on a quand même travaillé avec des opérateurs fonciers publics pour alimenter l'observatoire, avec le fonds friche pour tenir compte des projets qui avaient été présentés. Donc on est aujourd'hui sur un volume de 10 000. Après, l'autre outil, c'est Urban Vitalis, donc autre outil numérique qui permet d'appuyer les démarches des collectivités dans la recherche de solutions financières pour, je dirais, débloquer un projet de recyclage de friches. Donc là, c'est identifier les sources de financement qui existent sur leur territoire. Et c'est essentiellement destiné aux petites collectivités qui manquent d'ingénierie territoriale. Et le dernier outil qui est lui plus en gestation, c'est Urban Simul. Alors c'est un outil de stratégie foncière qui vous permet, donc c'est accessible uniquement à ce qu'on appelle les ayants droit, donc les collectivités, les établissements publics en font partie, pour élaborer une stratégie foncière, donc identifier où sont les potentiels fonciers, où sont les terrains nus, les friches également, puisque Carte friche est également sur cet outil numérique. Vous pouvez les visualiser et si vous avez numérisé les contours de vos zones d'activité, vous pouvez également les appliquer sur cet outil-là. Merci Nicolas. Donc tous ces outils seront cités sur le site d'Erenet, n'est-ce pas Claudine, juste après la conférence. T'as bien pris des notes ? Dans la synthèse, voilà. Guillaume, au-delà du recensement, qui est un préalable absolument indispensable, c'est quoi les solutions, les réponses possibles pour les entreprises, pour les territoires, pour résoudre cette problématique, on l'a bien vu, hyper complexe. C'est quoi les stratégies d'adaptation que tu observes, par exemple ? Déjà, je vais rebondir sur ta question. C'est tu dis, au-delà du recensement, quelles sont les solutions ? Matériellement, je pense qu'on aurait dû faire le recensement avant de procéder à la législation. Et ça, à mon avis, on n'a vraiment pas fait les choses dans l'ordre. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui à tous les territoires. Là, ce que j'entends aujourd'hui dans la pièce, c'est que quand même, il y a des comportements où alors vous êtes tous convaincus qu'il faut préserver la biodiversité, qu'il faut préserver l'environnement. Et en fait, on a mis en place un outil. Je dis on collectivement, parce qu'on est électeurs quand même, on a mis en place un outil qui pousse des gens qui sont convaincus par tout ce qu'on vient de se dire à avoir des comportements qui viennent desservir ce projet de société. Donc c'est grave en fait, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on essaye de se dire là, à trouver des solutions techniques. Donc, comment éviter la prédation, quoi. En gros, c'est ça la question. Tu pourras pas l'éviter, parce qu'il y a une réalité économique aujourd'hui qui fait que, de toute façon, Bruno l'a très bien souligné, c'est qu'à un moment donné, si l'outil qu'on a construit, qui impose un aménagement du territoire, une planification à faire du stock, ben celui qui pourra payer le plus arrivera à faire du stock. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, on a une vraie problématique. Donc, la solution, et celle pour ce quoi on plaide nous, c'est, si ce n'est de supprimer la législation, c'est au moins de l'amender. Alors, je suis très content de cette rentrée politique parce qu'a priori, on a nos élites politiques qui ont commencé à appuyer sur le frein. Donc ça, c'est déjà un bon premier point. Mais la réalité, c'est, si on veut essayer de faire une réponse intelligente, c'est déjà de dire, bon, ok, il y a des différents types d'artificialisation des sols, lesquels on priorise. Par exemple, j'ai beaucoup parlé d'industrie, enfin beaucoup, en tout cas j'ai parlé d'industrie tout à l'heure. Je pense qu'on est tous d'accord dans la pièce pour dire, ok, il faut qu'on réindustrialise le pays. Voilà. Ça, tout le monde dit oui. Et il y a un consensus politique assez large. S'il n'y a plus de foncier pour implanter de l'activité industrielle, ça devient compliqué quand même. Alors après, il y a la solution magique, qui est celle où on nous dit, bah, on réindustrialise les friches.
Alors déjà, oui, en effet, on peut. Donc ça aurait pu être une question du quiz, mais l'évaluation des différents rapports, et c'est très bien Cartofriche pour le coup, je condamne pas du tout, c'est 90 000 à 150 000 hectares de friches en France. Donc il y a un différentiel de 60 000 hectares dans la fourchette. Donc moi, mon sentiment de jeune comte trentenaire, hein, c'est en fait on n'en sait rien, déjà, en fait, on ne sait pas combien il y a vraiment de friches et où elles sont. Donc très bien, carte aux friches, on recense et on se dit, ok, à ces endroits-là, on peut réimplanter de l'activité industrielle sans venir tanker notre objectif de zéro artificialisation nette des sols. Ça, c'est la première solution, on recense les friches. Maintenant, et c'est très bien que Jérôme l'a dit tout à l'heure, on a l'exemple d'un territoire qui n'a pas de friche. Et donc, ce territoire-là, il fait comment ? Aujourd'hui, on n'a pas la solution si on ne peut plus artificialiser le sol pour accueillir de l'activité industrielle. Donc tout ça pour dire que peut-être que, en termes d'artificialisation, on doit faire des amendements, notamment pour l'accueil d'activités industrielles, parce que accueillir de l'activité industrielle en France, c'est aussi participer à la préservation de l'environnement au sens large, parce qu'on produit avec une des énergies les plus décarbonées du monde en France. Et la deuxième chose, même si le nucléaire n'est pas renouvelable, ça reste une énergie décarbonée. La deuxième chose, c'est la territorialisation de cette loi, avec la place à l'expérimentation. Donc pour faire très court, on l'a évoqué ce matin, l'expérimentation c'est cool, on est tous d'accord. Donc il faudrait pouvoir, sur certains territoires, faire des expérimentations où on dit, ok, par exemple, on s'autorise à avoir X% pour du logement, X% pour de l'activité, X% pour des réseaux routiers ou des infrastructures de transport, et de voir si ces modèles peuvent fonctionner, avant de légiférer sur l'ensemble du territoire national sans avoir une vision d'un projet de société complet. Bon, Jérôme, tu as été interpellé. Alors, en plus, tu as des exemples à donner, je crois, à côté de Reims. Voilà, avec ce qui va faire plaisir à Patricia, je ne sais pas si elle est toujours là, parce qu'il y a une chic, une société coopérative d'intérêt collectif dans l'histoire. Ouais. Et puis tu voulais parler aussi de la Norvège, de l'Angleterre, qui ont peut-être un peu plus anticipé ces sujets. Bon, on va laisser la reine tranquille, je crois qu'elle est partie. Non, simplement. Effectivement, il y a plus. Tu as raison, on se tire plusieurs balles dans le pied avec cette histoire. On touche aux retraites. Les artisans tout à l'heure. Le modèle économique, c'est simplement, c'est la retraite, hein, grosso modo, parce que je ne sais pas si vous connaissez la retraite d'un artisan, moyennement, c'est genre l'équivalent d'un tiers de ce que une personne salariée peut toucher dans l'année, quoi. Enfin, dans l'année mensuellement. Donc le modèle économique, c'était effectivement, c'était comme le commerçant vendait son pas de porte, ça aussi, ça a un peu disparu. Bon, voilà, donc lui, c'était sa retraite. Donc on flingue la retraite des artisans. Avec ce dispositif-là. Entre autres. On flingue la capacité des territoires à répondre aux enjeux de leur propre territoire en matière de développement. C'est-à-dire d'accompagner leur développement économique, mais aussi, grosso modo, tout ce qui va avec, c'est la vie locale, quoi, grosso modo, parce que les entreprises se développent, elles salarient des gens, les gens vivent et consomment sur place, etc., etc. On flingue une sorte d'équilibre d'accès à la propriété ou d'accès simplement à la vie, parce qu'on privilégie les gens qui finalement ont les moyens d'aller plus vite que les autres ou de piquer les affaires aux autres. Bon voilà, donc il y a tout un tas de déstabilisations qui sont liées à ce dispositif. Donc effectivement, c'est bien qu'on l'amende. Alors, en termes de solutions, après, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que, du point de vue de la collectivité, nous, on réfléchit justement à savoir comment on peut maîtriser le phénomène d'inflation sur le prix du foncier, pour essayer de limiter un peu la casse, quoi. Alors là, on ne parle pas forcément de l'extension, mais au moins des effets inverses, parce que il y a quand même des aspects, parce que là, on est que sur l'aspect négatif, mais il y a quand même un aspect positif à tout ça. L'aspect positif, c'est de se dire, oui, effectivement, il va peut-être falloir qu'on recompose et qu'on revive un petit peu notre mode de vie et notre modèle de vie, c'est-à-dire qu'effectivement, la route, machin, etc. Enfin bon, je veux dire, on a quand même pas mal d'éléments environnementaux, que ce soit la crise sanitaire, la crise économique liée au problème d'énergie qui nous conduisent aussi à avoir une réflexion globale là-dessus. Le fait est, c'est que demain, effectivement, Bruno le disait tout à l'heure, on aura peut-être besoin de moins de bureaux, donc de fait, c'est tous les bureaux qui sont déjà existants, qui ne sont plus occupés,
peut-être pas attendre de faire comme en Chine, c'est-à-dire de tout démolir des trucs qui n'ont jamais été inoccupés, peut-être tout de suite travailler sur les problématiques de mutation, quoi. Alors économique, j'en sais rien, de l'habitat peut-être, voilà. Donc il y a ça aussi à anticiper, donc il n'y a pas forcément que des aspects négatifs, il y a aussi une manière de repenser l'aménagement de la ville. C'est effectivement, plutôt que d'avoir des étendues, notamment dans les centres commerciaux, de bitume, complètement artificialisé, c'est-à-dire même pas un arbre, rien du tout, même dans des communes où on a des maires les plus écolos du monde, il y en a ici, on a des dizaines de milliers de mètres carrés de parking, où vous avez un arbre qui fait 2,50 m de haut, c'est-à-dire 2 fois la taille de mon chien, enfin bon bref, je veux dire, c'est complètement ridicule. Donc là, il y a quand même des modèles, il y a des choses à revoir. Surtout que ces gens-là, hein, Bruno l'a dit, ils ont les moyens de faire des parkings silos, des choses comme ça, en bois, très naturel, enfin très, très beau. J'exagère à peine le trait. Donc il y a des moyens de récupérer. Donc effectivement, on peut travailler là-dessus. Mais pour ça, il faut quand même qu'on soit dans un monde raisonnable en termes d'inflation financière, parce que en l'occurrence, on ne peut pas tout laisser à la finance. Je veux dire, demain, on ne pourra plus accéder à son logement en propriétaire parce qu'on n'aura plus les moyens de l'acheter. Donc ça, c'est quand même un problème, quoi. Donc on flingue aussi tout un équilibre social, quoi. Et dernière chose, alors, puisque tu as engagé sur la microville, je vais quand même en parler. La microville, oui, le principe que l'on a pris, c'est éventuellement de s'inspirer un petit peu de ce qui se passe. Alors déjà, il y a le montage, et particulier, Patricia l'a évoqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus parce que c'était un petit peu complexe, mais effectivement, on est tous les représentants de la société civile, investisseurs et finalement programmeurs du site. C'est-à-dire que ça a été réfléchi avec la population, avec les acteurs économiques, avec les acteurs académiques, tout ça. Mais le modèle, en revanche, lui, il est basé effectivement sur le fait qu'on va garder le foncier. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer de ce qui se pratique en Angleterre, en Norvège, depuis quasiment la nuit des temps, c'est-à-dire qu'ils ne cèdent pas le foncier. C'est-à-dire que l'État reste propriétaire du foncier et le loue, sous couvert de bail emphytéotique. Alors chez nous, c'est pas la panacée, mais le bail emphytéotique, c'est pas forcément si contraignant que ça dans notre système économique à nous. Pourquoi? Parce qu'un bail emphytéotique de 99 ans, par exemple, ça se cède, ça se revend. Pourquoi? Parce qu'un bail emphytéotique, si vous achetez plusieurs annuités, que vous êtes entrepreneur sous forme de société, par exemple, au lieu de payer 100 ans de loyer, vous allez dire, on va négocier, je vais payer les 20 premières années. Les 20 premières années, c'est un capital, c'est un investissement. Donc c'est amortissable d'un point de vue fiscal, et en plus, ça peut être recouvert par l'emprunt. Donc on est quand même sur des systèmes qui, au jour d'aujourd'hui, peuvent s'appliquer, quoi. Et on peut améliorer tous ces outils-là. Et le fait de garder la maîtrise du foncier, finalement, c'est aussi empêcher le dumping pur et simple, financier, sur la valeur immobilière, foncière et locative. Okay. Bruno, on espère. Bruno, est-ce qu'on peut construire des industries en étage? Est-ce qu'on peut facilement faire des mutations de bureaux en logement? Enfin, quelles sont les bonnes ou mauvaises solutions possibles sur finalement une organisation différente des activités? Alors je vais commencer par le bureau. Tout va dépendre de la trame des bureaux, donc c'est vraiment une question technique. Et puis c'est compliqué de répondre de manière générale. Et puis il y a un autre sujet avec les bureaux, c'est que les 3/4 du temps, dans les collectivités où il n'y a pas de problème d'emploi, et donc les bureaux sont remplis, ce sujet-là se pose pas. Là où ça se pose, c'est dans des collectivités où il y a des problèmes d'emploi. Donc les maires s'opposent la plupart du temps à la transformation de bureaux en logements en se disant tant que c'est des bureaux, j'ai l'espoir qu'une entreprise revienne s'y installer. Si je le transforme en logement, j'aurai définitivement abandonné toute espérance de revoir venir des emplois un jour. Donc là, il y a un sujet politique qui n'est pas simple. En fait, ils n'ont pas suivi les travaux d'Aradel sur l'économie de proximité. Peut-être. Sur la question des activités en étage, alors nous on a livré un bâtiment d'activité en 2011 et c'est toujours une anecdote que je garde parce qu'en fait ça faisait 17 000 m², dont 3 000 m² en étage. Les 14 000 m² en rez-de-chaussée loués en 3 mois, les 3 000 m² en étage, mais des vrais étages accessibles par rampe avec des monts de charge également, 3 ans. Personne ne voulait. Et en fait, on reproche souvent aux promoteurs de ne pas être innovants ou aux investisseurs en immobilier entreprise de ne pas être innovants, de ne pas vouloir s'orienter vers ce genre de choses. Mais en fait,
on suit le marché tout bêtement. C'est-à-dire que nous, ce qui est important, c'est de pouvoir vendre ce qu'on produit. Et donc, tant que les utilisateurs n'acceptent pas d'aller en étage, c'est compliqué. Et aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est des gens qui acceptent d'aller en étage. Et ça commence à réapparaître même en pré-commercialisation. C'est-à-dire qu'on est en train de développer, par exemple, à Vitry, un projet sur 4 étages. Et on a une pré-commercialisation, en tout cas des lettres d'intérêt de preneurs, sur au moins 3 des 4 étages. Tout simplement parce que ces gens-là veulent rester à proximité, en fait, de la ville, parce qu'ils ont besoin d'embaucher. En fait, c'est pas tant le débouché que ça, finalement. Ce qu'ils recherchent, c'est des endroits accessibles. Alors là, on est accessible en tramway en plus, donc tout va bien. Mais c'est des gens qui ont besoin, en fait, de rester dans un environnement avec un bassin d'emploi qui existe. Et de toute façon, comme ils voient qu'ils vont pas pouvoir se déplacer, aller trouver quelque chose à côté d'une ville nouvelle, Lieu-Saint, enfin bon, tout ce qu'on connaît. Là, je parle de la région parisienne, hein, mais que ce soit le quartier de Sénart ou autre, à côté d'un RER. Eh bien, ils commencent à se réintéresser en fait aux activités en étage. Et ça redevient rentable parce qu'ils acceptent de payer le prix. On va faire des lasagnes en fait, un étage de logement, un étage d'activité, un étage de commerce. Ça existe ailleurs. Et en France, en fait, c'est complètement impossible à cause de la réglementation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les activités en ville, il y a 2 sujets. C'est les interfaces entre les résidents qui n'ont pas forcément envie d'avoir des camions en bas de chez eux. On voit déjà que des fois, il y a des interfaces compliquées quand il y a du commerce en rez-de-chaussée, avec des supermarchés de proximité en rez-de-chaussée. Ça se passe pas forcément très bien avec les habitants. Mais alors, avec l'activité, vous avez une réglementation qui fait que de toute façon, en plus, on se surimpose des choses, quoi. C'est-à-dire que intégrer même des usines aujourd'hui en ville, je parle même pas l'îlot, hein, je parle dans une ville. Moi, j'ai voulu intégrer une entreprise dans un parc industriel, et en fait, je me suis rendu compte, au bout du compte, que la réglementation imposait qu'on soit à plus de 100 mètres de la première habitation. Et quand on prend le compas, on regarde, il y en a une à 85 mètres. Bon, ok, on abandonne le projet. Donc avant d'aborder les lasagnes comté... Là-dessus, je vous recommande d'aller voir quand même à Bruxelles ce qu'ils font, parce qu'ils font des choses très intéressantes de mixité en étage, entre activité et logement. Et je pense qu'il y a des choses, il y a des exemples à c'est peut-être pas la même législation, du coup. Madame Becquet, est-ce qu'il vous reste quelques minutes pour les questions, les dernières? 5 minutes. Je vous propose de refaire circuler les micros si vous souhaitez intervenir sur l'ensemble des sujets de la conférence, sur ce qui vient d'être abordé ou tout autre sujet qui vous intéresse. Le menu du jour. Moi, j'ai une question sur les aspects un peu démocratiques de tout ça, parce que mettre en place le ZAN, ça interroge du coup notre politique d'aménagement du territoire et en creux les modes de vie qu'on a promus depuis des années, avec notamment une place centrale à apporter à la voiture. Et du coup, un imaginaire aussi chez nos concitoyens qui est très ancré autour de accession à la propriété, ma maison individuelle avec mon jardin, mon parking, etc., etc. Comment on fait pour dire aux gens, en fait, ça, c'est fini parce que c'est pas soutenable. On a un bon conflit de soutenabilité, là, je pense. Et du coup, je me demande si vous avez un avis sur la question. Un avis. Alors, je ne sais pas si c'est la crise sanitaire. Bon, a priori, des gens très sérieux ont conclu, j'ai entendu ça à la radio avant-hier, qu'au final, c'est un épiphénomène et que ça ne durera pas. Néanmoins, juste une illustration. Courrièges, le village dont je suis le maire, est à 5 minutes en voiture d'ici. On est dans la continuité urbaine de Lons, on est en zone rurale et en zone de montagne. Parce qu'on doit mettre les pneus hiver à partir du 1er novembre. Je le dis ça pour ceux qui reviennent. Là, ils sont bienvenus d'ailleurs, mais avec des pneus hiver. En 2 ans, on a eu 25 sessions de maisons qui ont muté. De mémoire de secrétaire de mairie qui est là depuis 35 ans, il fallait 20 ans avant pour avoir autant de maisons vendues sur notre village. Donc je pense, et c'est un village rural, je veux dire, on n'a pas d'immeuble chez nous, le seul, je crois que l'étage maximum, ça doit être 3 étages, et encore c'est parce que vous avez les sous-sols qui sont sortis, parce que c'était des anciennes maisons viticoles, enfin de vignerons avec des hauteurs sous le plafond, enfin je ne vous parle pas, quoi. C'est vraiment sympa. Un peu de promo encore.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on a quand même un phénomène, les gens qui arrivent sur le village, je les rencontre, Lyon, Dijon, Besançon, parfois même Aquitaine, qui est-ce qui parlait de régions attractives là tout à l'heure. Aquitaine, voilà, ce sont des gens qui viennent d'assez loin finalement, et très peu de gens du cru. Alors il y a quelques retours, et ce sont des gens qui n'ont pas de problématique d'emploi, puisque ce sont des professions libérales, ou des gens qui sont auto-entrepreneurs, etc., et donc qui ont eu un repositionnement possible. Mais effectivement, ils ont fui la métropole. Alors bon, on dit que ça va s'arrêter. De toute façon, quoi qu'il en soit, ça va être obligé de s'arrêter, puisqu'il n'y aura plus de maisons à revendre. Le bénéfice de ça... Est-ce que ça répond bien à la question? Alors, non, mais je vais y arriver. Le bénéfice de ça, c'est que on rénove des maisons, et on rénove des villages, on remet de la vie dans des villages, alors que les maisons étaient abandonnées et étaient éventuellement vouées à disparaître. La tuile que l'on a, précisément, je le dis, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu d'énormes orages avec des grêles, c'est qu'on n'a plus une tuile, donc on ne peut plus refaire les toitures, en tout cas on est bloqué là-dessus. Mais bon, à part ça, c'est un détail, voilà. La question, c'était la soutenabilité. C'est que démocratiquement, effectivement... Est-ce qu'on modifie notre... On subit, enfin les gens anticipent, on anticipe d'une certaine manière, alors soit par rapport à ça, soit par rapport à ce qu'ils entendent. Il y en a pas mal qui ont anticipé ça, effectivement, qui se replient sur des modèles pour tout de suite accéder aux modèles de vie auxquels vous vous référencez avant. Donc effectivement, la maison, le jardin, un petit peu de bucolique, et puis surtout ne pas vivre entassé et dans un endroit. L'autre modèle, c'est qu'effectivement les gens, et c'est vraiment une préoccupation, c'est qu'on ne sait pas comment on va discuter avec les gens comme ça, de ça. Déjà, quand on en discute au sein du conseil communautaire, pas en séance, mais en réunion, on a quand même pas mal d'élus locaux qui n'appréhendent pas la question. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on peut être interprète d'une chose qui nous tombe sur la tête de là-haut, qui a été décidée là-haut de manière comme ça, là, comment est-ce qu'on l'interprète et qu'on l'approprie au niveau local et comment on l'assume? Je vous renvoie à l'histoire de Montuyat tout à l'heure. On n'a pas pris 1 mètre carré de plus d'artificialisation. On réduit la voie principale, qui était une route départementale, pour faire un trottoir qui était préexistant mais qui n'était pas artificialisé pour le coup, mais bon, qui était compté dedans quand même, et une piste cyclable. Donc, on n'artificialise rien là. Donc les gens ils perçoivent pas ça. Et même y compris, moi, dans mon conseil municipal, on est 13, il y en a 5, 6, il y en a plus de la moitié qui n'ont pas pigé le truc encore. Et pourtant on en parle. Donc la phase population, pour moi, c'est une phase critique. Et je ne sais pas encore comment on va l'aborder. Parce qu'en plus, je me sens pas de porte-parole de tout ça. Pas tant qu'on n'aura pas des amendements. Oui, alors après, je pense que l'expérimentation, elle peut permettre de répondre en partie à ta question. Parce que dans le cadre de l'expérimentation, on peut avoir une participation de la société civile qui est beaucoup plus forte, et donc faire des choix. Et voilà, et je n'irai pas plus loin que ça, mais faire des choix, c'est aussi important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut plus tout avoir. Donc faire des choix, c'est très important. Et il faut d'abord les faire à l'échelon local pour pas subir la politique nationale, tout simplement. En tout cas, la question de Sarah et les réponses que vous apportez montrent bien que c'est une question systémique et qu'on ne peut pas réduire à 4%, c'est ça, de l'artificialisation aujourd'hui, c'est l'activité économique. Donc il faut aborder le problème de manière plus globale. Industrie. Les activités, c'est à peu près 15%. Oui, enfin, je mets l'industrie dans l'activité. Je fais ce raccourci. Une dernière question peut-être ou témoignage, je vous remarque. Sinon, ah oui, une dernière. Avant de remercier nos intervenants. Oui, Léa Barèche-Gourdaine, Grand Paris Sud, au sud de l'Île-de-France. Juste, je puissois sur la dernière question, parce que nous, on a fait une étude avec Action Logement sur les besoins en logement des salariés. Et ben, la grosse demande, c'est maison individuelle avec jardin. Et du coup, nous, pour essayer de fidéliser les salariés, accompagner les entreprises dans les recrutements, on est coincé entre répondre aux besoins des entreprises sur ces besoins-là en compétences et en même temps un modèle de logement qui est souhaité, qui ne correspond pas aux enjeux de sobriété. Ah. Nicolas. Oui, non, à mon avis, les trois leviers qui sont sujets à expérimentation pour les territoires, c'est le recyclage, les friches, bon, on en a déjà parlé largement, la densification, mais autant pour le logement que pour l'activité, dans le contexte qu'on connaît
aujourd'hui, et donc vouloir ces maisons individuelles avec un terrain de 1000 mètres carrés, c'est peut-être plus possible aujourd'hui, tout simplement. Donc ça sera sur 500 mètres carrés. Et le dur métier d'élu, oui, effectivement, c'est d'expliquer ça à des habitants qui avaient des projections basées sur des modes de vie, des comportements qui ont eu cours pendant 50 ans. Donc, et ça, effectivement, c'est une réalité qu'il faut expliquer. Et puis le dernier, je pense, c'est quand même la mutualisation de l'espace et des usages. Donc, en zone d'activité, ça veut dire mutualiser les surfaces de stationnement, développer les services collectifs pour les salariés et les entreprises. D'ailleurs, c'est un argument pour faire vivre une zone d'activité également. Et c'est peut-être aussi une des formes de mixité qui va nous être imposée dans les prochaines années. Donc vous avez eu droit à une pré-conclusion de Nicolas Gillot, et donc Bruno Sadorge va faire la conclusion. Ouais. Je voulais juste faire une remarque sur ce sujet, c'est qu'effectivement, dans les parcs d'activité, nous, pendant un moment, on a eu du mal à les commercialiser parce que c'était un modèle anglais qui n'avait pas cours en France, et donc les entreprises voulaient être chez elles, c'est-à-dire qu'elles voulaient leur clé en main avec leur clôture et leur propre cours. Et puis finalement, la raréfaction du foncier a fait qu'elles ont accepté de s'intégrer dans les parcs d'activité, mais c'est assez récent, hein, ça fait une vingtaine d'années, pas plus. Et aujourd'hui, elles commencent à accepter d'aller dans des parcs en hauteur. Donc je me dis que finalement, les entreprises partagent leurs cours, partagent leurs places de stationnement, leurs aires de manœuvre. Est-ce que demain, les habitants vont pas partager leur jardin, hein, vont pas partager en fait les espaces verts? Voilà, c'est tout. Il n'y a pas un atelier cet après-midi sur l'habitat coopératif? Oui, mais justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est précisément, c'est que il faut pas que ça tombe comme ça. Il faut quand même un minimum de préparation. Et quand je dis que moi je me sens pas d'assumer le truc qui me tombe sur le toit, c'est qu'en termes de méthode, c'est la méthode que je n'apprécie pas. C'est pas le fait de ne pas aller au-devant des citoyens, etc., parce qu'on le fait, ça. Et on essaye de faire conscience, on voit les réactions. Mais comme il n'y a pas d'anticipation et d'appui, ni même de communication là-dessus, parce que bon, on en parle entre nous, là. On en parle dans les collectivités, parce que c'est un sujet qui est prégnant pour les élus. Mais est-ce qu'on en parle à la maison? Est-ce que les gens en parlent chez eux? Je suis même pas sûr. Toi, oui. Bah oui, mais évidemment, moi aussi. Non. Mais Jérôme, il faut qu'on rende l'antenne. Voilà. Merci en tout cas à nos 4 intervenants. Merci beaucoup. Merci de votre participation, de vos questions. Et le sujet est entamé, mais vous voyez, il n'est pas clos, hein.